Deux événements majeurs se sont produits aujourd'hui. Une annonce concerne le contrôle par l'armée libanaise d'une partie de son territoire. Et croyez-moi, c'est stupéfiant. Je vais vous expliquer pourquoi. Et le deuxième, c'est la publication par le ministère britannique des Affaires étrangères d'une interdiction d'entrée dans le pays pour deux blogueurs américains. Ce qui stupéfie également une partie du public qui réfléchit à la liberté d'expression et aux autres libertés que, en général, nous aimerions posséder. Je vais vous parler de cette situation et de l'autre. Avec un immense regret, je dois vous dire que l'Europe glisse de plus en plus vers le Moyen-Âge, pour ne pas en dire plus. Bien qu'il y ait aussi en Europe quelques signaux encourageants, mais disons, j'en parlerai aussi. Commençons bien sûr par cette situation, par l'Europe, puis nous passerons au Moyen-Orient, où, paradoxalement, le sort de la guerre en Iran dépend de l'armée libanaise, qui en réalité n'existe pas encore vraiment. Il y a donc un nom, en quelque sorte. Mais en réalité, il n'y a pas vraiment d'armée. Mais comme le disent mes antisémites préférés, les rusés juifs trouveront forcément quelque chose, juste pour arriver à leur fin ici. On trouvera quelque chose, je le promets. Eh bien, comme je l'ai dit au début, autrefois grande, aujourd'hui simplement la Grande-Bretagne. En résumé, la sensation mondiale était que deux Américains n'ont pas pu entrer en Bretagne. Vous me direz, qu'y a-t-il de sensationnel ? Peut-être que c'était en des bandits ou des meurtriers sanguinaires. Non, pas des contrebandiers. Ils ne trafiquaient en même pas d'armes. Ni des gens avec une valise, du liquide et un faux passeport. Deux personnes dont le seul crime était un micro et leur propre opinion. C'est pour ça qu'ils ont été punis. Donc Hassan Piker et Cenk Uygur devaient se produire lors d'un festival à Londres. Tous devaient en jouer au festival à Londres, mais le ministère britannique a annulé leur visa après les avoir délivrés puis vérifiés. Ils leur ont annulé l'autorisation d'entrée avec une formulation qui a choqué tout le monde, moi y compris. Une formulation qui devrait glacer le sang de quiconque connaît l'histoire de ce pays, de la Grande-Bretagne. La présence des personnes mentionnées et d'autres similaires, oui, au Royaume-Uni, peut ne pas correspondre au bien public. Peut ne pas correspondre ? Quoi, on ne pouvait pas simplement les poursuivre en justice ? Au bien public. Oui, on a aussi entendu ça quelquefois, non ? Retenez bien ce mot, je voulais dire débauche, mais appelons ça une expression. On y reviendra, on y reviendra. Parce que ces 100 dernières années, des gens sont arrivés en Grande-Bretagne, qui menaçaient justement ce bien public, bien plus sérieusement que deux blogueurs bavards. On les laissait entrer. Nous en parlerons plus tard. Donc la liberté d'expression ne se mesure pas au fait que vous autorisez à dire des mots qui vous plaisent, mais à ceux dont les paroles vous répugnent, et pourtant vous leur permettez de parler. Mais pour l'instant, posons-nous une question. Comment un pays qui a littéralement offert au monde, enfin au monde moderne, n'est-ce pas ? Il y avait bien sûr la Grèce, il y avait Rome, il y avait pour ainsi dire l'Orient ancien, n'est-ce pas ? Mais ce pays a offert au monde l'idée de la liberté d'expression. On en est arrivé au point où ce pays a peur de l'opinion de deux blogueurs, peu importe qu'ils soient blogueurs ou non, simplement de quelqu'un qui a sa propre opinion. À qui appartient vraiment cette tradition ? Eh bien, encore une fois, dans notre société moderne, pour ainsi dire, si la liberté d'expression a une patrie, c'est une île entre la mer du Nord et l'Atlantique. C'est ici, en 1644, oui. John Milton, un homme que vous connaissez bien sûr, a écrit son Areopagitica, le premier grand texte contre la censure. Messieurs, le premier grand texte qui nous soit parvenu contre la censure, où il est dit « Laissez la vérité et le mensonge s'affronter à visage découvert, et jamais vous ne verrez la vérité perdre. » Non, c'est une affirmation discutable, bien sûr, n'est-ce pas ? Je suis totalement d'accord avec lui, qu'ils s'affrontent loyalement. Et ici même, au Royaume-Uni, en 1859, John Stuart Mill, je pense qu'on le prononce ainsi, a écrit un livre intitulé « De la liberté ». Simplement, « De la liberté ». De là est née toute la défense moderne du droit de dire des choses impopulaires. C'est à Londres, à Hyde Park. Et messieurs, nous avons entendu cela depuis notre enfance, n'est-ce pas ? Depuis 1870 ou 1872, il existe ce qu'on appelle le coin des orateurs. On l'a toujours montré comme une curiosité dans toutes sortes d'émissions télévisées. Il a été filmé tant de fois au cinéma. Là, le dimanche, n'importe qui pouvait venir. On pouvait apporter un tonneau avec soi, monter dessus ou faire autre chose du genre.
et dire tout ce qu'on voulait sur la reine, sur Dieu, sur le gouvernement. Et ce n'était pas vraiment ce que la police aimait, mais la police protégeait. Pas le public contre l'orateur fou, mais l'orateur contre le public. Il disait « Laissez-le dire ce qu'il veut dire. Qu'est-ce que vous faites ?» Ce n'est pas encore le plus étonnant. Le plus étonnant, c'est qui la Grande-Bretagne protégée ? 19e siècle. Partout en Europe, les monarques répriment les révolutionnaires. Où fuient les révolutionnaires ? À Londres. Karl Marx a vécu à Londres pendant plus de 30 ans. Il y a écrit « Le Capital », ce livre, qui ensuite va bouleverser la moitié du monde. Et il est mort en tant qu'invité britannique. Il est enterré à Highgate. Comment ça s'appelle déjà ? Highgate Club, cimetière je crois. Highgate, quelque chose comme ça. Bien sûr, il aurait mieux valu l'envoyer aux galères là-bas, évidemment. Oui, mais bon, il y avait aussi à Londres des rebelles russes. Là-bas, Herzen, Kropotkin. Et Lénine passait, il feuilletait des livres au British Museum. Et il planifiait tranquillement ce qu'il avait à planifier. Les Italiens, Mazzini, Garibaldi. Les communards français, les Polonais, les Allemands. Tout le continent rebelle savait que si tu es persécuté pour une idée, il y a une île. D'où on ne t'extradera pas. Réfléchissez à cela. La Grande-Bretagne offrait un refuge aux gens, du refuge aux gens, du refuge. Un refuge aux gens qui, ouvertement, à voix haute dans la presse, appelaient à renverser le gouvernement. Le leur. Pas seulement le gouvernement britannique, mais aussi le gouvernement britannique. Le gouvernement britannique aussi, oui. Et la Grande-Bretagne n'a pas tremblé. Parce qu'à la base, il y avait un principe dont ce pays était vraiment fier. Nous ne jugeons pas une personne pour ce qu'elle pense ou dit, mais pour ce qu'elle fait de ses mains. Il faut honnêtement se rappeler à qui la Grande-Bretagne a laissé la porte ouverte pendant des décennies. Pas devant les bavards, devant les prêcheurs de mort. Londres, dans les années 2000, a reçu un surnom des services de renseignement du monde entier. Inutile de le répéter. Tout simplement parce que vous le savez vous-même. Imaginez donc, Londres est même devenue une sorte de capitale islamiste. Ce surnom était mérité. Dans une mosquée du nord de Londres, Abu Hamza al-Masri a prêché pendant des années. J'espère vraiment que vous connaissez ce nom. C'est l'homme avec un crochet à la place de la main, qui appelait au djihad, au meurtre, recruter des combattants. Ces paroles ont ensuite trouvé un écho dans des attentats. La Grande-Bretagne l'a toléré des années, mais ce sont les Américains qui ont fait pression pour l'arrêter, et il a donc été livré. Il a bien sûr été condamné pour terrorisme. Il a été condamné là-bas à 3 peines de prison à perpétuité. À côté, il y a Abu Qatada, qui dans les tribunaux était directement qualifié d'autorité spirituelle liée à Al-Qaïda. Combien d'années a-t-il passé en Grande-Bretagne à lutter contre l'expulsion ? Je pense 20 ans. Pendant 20 ans, le pays n'a pas réussi à se débarrasser d'un homme que ses propres juges considéraient comme une menace. Il y avait aussi Omar Bakri Mohamed, le fondateur d'une organisation glorifiant les auteurs des attentats du 11 septembre qu'il qualifiait d'équipe magnifique, vivait en Grande-Bretagne, touchait des allocations et prêchait jusqu'à son départ. Il a déménagé, entamant une nouvelle page dans un autre pays où l'or coule à flot. Londres a reçu un deuxième surnom. Lui aussi parle de lui-même. D'ailleurs, on a ajouté une terminaison russe à Londres. La ville est devenue une blanchisserie. Pour l'argent. Une origine qu'il vaut mieux ne pas préciser, par précaution. Ici affluent des fortunes amassées de telle manière que, dans leur pays d'origine, on allait en prison pour ça, ou on se faisait tout simplement tuer. Des oligarques, des fugitifs avec des milliards, des gens dont les capitaux ne sentaient pas le parfum. Ils achetèrent des villas, des clubs, des journaux, du statut. Tout allait parfaitement bien. L'argent n'a pas d'odeur, le passeport d'investisseur a une odeur agréable. Faisons un bilan intermédiaire, et faisons-le lentement, donc à une personne qui prêche la violence, des années de protection. Pour l'argent au passé sombre, un accueil chaleureux, c'est-à-dire très chaleureux. Quant à 2 Américains avec une opinion bruyante sur la guerre au Moyen-Orient, votre présence ne sert pas l'intérêt public. Il y a quelque chose qui cloche ici, n'est-ce pas ? Et si ça ne colle pas, ce n'est pas un hasard. Ça en dit long sur le pays. Yeah. Eh bien, voyons voir ce qu'ils craignent vraiment. Posons-nous une question honnête. En quoi une personne désarmée avec une opinion est-elle plus dangereuse qu'un prédicateur de violence et de milliards sales ? La réponse est simple, mais désagréable. Le prédicateur crie en marge. Il était facile de l'isoler, si besoin.
de le déclarer fou, de le montrer comme un étranger. L'oligarque ne dit rien du tout au public, il achète le silence. N'est-ce pas ? Mais une personne articulée, charismatique, qui dit dans un langage clair ce qu'une partie de la société ressent déjà, est dangereuse autrement. Pas parce qu'il va tout faire exploser, mais parce qu'il va convaincre. Et là, on dit « Bon, on va se battre pour les Juifs ». Oui, qui ça intéresse ? On va se battre pour le capitalisme. Oui, qui ça intéresse ? Et il y a des gens qui peuvent nous prendre le pouvoir. C'est contre eux qu'on va se battre. Le pouvoir qu'on va convaincre. Sûr d'avoir raison, elle débarre. Mais le pouvoir, qui n'est pas sûr d'avoir raison, fait taire tout le monde. Ceux qui le peuvent devenir des rivaux dont ils n'ont pas besoin. Ou bien ils convaincront quelqu'un de quelque chose. Et quand vous voyez que l'État, au lieu de répondre à un argument, ferme la frontière à celui qui prononce cet argument, vous savez déjà l'essentiel sur cet État. Ce n'est pas la violence qu'il craint. Il a peur de perdre dans un débat. Faites attention à la forme même. Elle peut ne pas servir le bien public. Il n'y a ni accusation, ni infraction, ni tribunal. Mais il y a un fonctionnaire. Qui a décidé que vous, citoyens de la Grande-Bretagne, n'entendrez pas ceci ? C'est-à-dire que j'ai déjà décidé pour vous ce que vous pouvez écouter et ce que vous ne pouvez pas, ce qui est interdit. Et si on appelle les choses par leur nom, cela signifie une seule chose. On vous retient parce que vous êtes britannique. Un sujet traité comme un enfant déraisonnable. Qu'il faut protéger des mauvaises paroles. Et alors tout ira bien. La liberté. Un homme libre serait offensé par un tel souci, mais un homme non libre s'y habitue. J'ai peur que la plupart des Britanniques, pas tous, s'y habituent. Mais ils se sont relâchés, ils s'y sont habitués. On pense à notre place, on nous prend en charge, on nous aide dans notre vieillesse. Si on va mal, on nous aide, nous transférerons toutes les fonctions. Et c'est à quelqu'un d'autre de décider, que nous appellerons le gouvernement. Et c'est là que l'histoire cesse de concerner la Grande-Bretagne. Car nous connaissons déjà ce chemin, vous et moi. Certains l'ont vécu, d'autres l'ont seulement vu ou entendu. Et à plusieurs reprises. Et tout de suite, une question se pose. Où arrivent les pays qui étouffent à la parole, ce chemin a une logique, et elle est absolument inévitable. En général, ça commence toujours pareil. Techniquement, cela peut être différent, mais ça débute toujours de façon noble. Nous n'interdisons pas la critique, Dieu nous en garde. Oui, nous protégeons les plus vulnérables. Et nous luttons contre la haine. En combattant la haine, nous protégeons le bien public. C'est nous connaissons le bien public. Voilà, nous le connaissons. Et il faut le protéger. Les premiers à être réduits au silence sont toujours ceux qui agacent la foule. Ceux pour qui la foule n'a aucune pitié, n'est-ce pas ? Là, oh, toi, t'es un extrémiste, ou un provocateur, ou tu es quelqu'un aux opinions répugnantes. Eh bien, certains considèrent cela comme répugnant, d'autres non. Mais c'est facile. La société donc acquiesce. Il n'y a rien à attiser. Il n'y a pas lieu de tenir des discours de haine. La Grande-Bretagne a interdit l'entrée non seulement aux blogueurs, mais aussi aux provocateurs de droite. Là-bas, le néerlandais Geert Wilders, oui, c'est vrai, il a porté plainte. Ils l'ont laissé entrer immédiatement, bien sûr. Des activistes américains, surtout des nationalistes autrichiens. Ils étaient aussi économistes de l'école autrichienne, pour que vous compreniez. Différentes personnalités scandaleuses, des personnages, si vous voulez. Je sais, ce n'est pas exactement le mot. S'il vous plaît, ne m'écrivez pas ensuite en bas que la pire chose qui soit arrivée, c'est que j'ai dit « personne » et que vous n'avez rien entendu d'autre. À chaque fois, il y avait quelqu'un qu'il était vraiment juste de ne pas laisser entrer. Et ils expliquaient en cela facilement au peuple. Voilà, c'est là qu'est le piège. Voilà cette souricière dans laquelle, comme s'il y avait un morceau de fromage, où, au contraire, on attrape tous ceux qui ont osé toucher à notre fromage. Quand vous acceptez que l'État puisse décider quelles paroles laisser passer et quelles paroles ne pas vous laisser entendre, vous obtenez la censure. Mais qui sera touché par cette censure demain, ce n'est déjà plus vous qui le décidez. Vous avez déjà cédé ce droit de décider. Aujourd'hui, on interdit celui qui vous déplaît. Eh bien, c'est logique, il me répugne, donc il provoque, il est mauvais, il incite à la haine envers quelqu'un. Voilà, oui. Et demain, qu'est-ce qui va se passer ? Mais il répugne aux autorités, et après-demain, il s'avérera que... Oh, une seconde. Et on a aussi commencé à faire taire les nôtres, ceux qui ne plaisaient pas à quelqu'un. Et la destination finale de ce trajet est toujours la même.
Mesdames, messieurs, ils iront simplement aussi loin qu'ils pourront, mais la destination finale est toujours la même. Inutile de la décrire abstraitement. Elle a des adresses concrètes, des pays protégeant d'abord la société contre des idées nuisibles. Et ils ont fini par emprisonner pour des blagues, pour un partage, pour un like. Ce sont des régimes qui ont commencé par interdire la littérature extrémiste. Et ils ont fini avec une liste de livres interdits à remplir une bibliothèque entière. Celui qui a étudié l'histoire du XXe siècle connaît ces pays par leur nom, et il se souvient de ce qui s'y est passé. Ce qui s'y passait et comment tout cela se terminait là-bas. Les voûtes des mots. Un mot ne disparaît pas d'un coup, il ne disparaît pas d'un coup. Ça, c'est seulement dans les livres. Quand on lit une histoire sur ce qui s'est passé chez quelqu'un, à cette ligne, hop, 2 lignes, boum. Et là, il s'est passé quelque chose. Comment n'ont-ils pas remarqué cela? Ils ne l'ont pas remarqué sans réagir. Eh bien, tout simplement comme vous, exactement de la même façon. Pareil. Parce que tout se fait au compte-gouttes. Mais si tu attends 24 heures, ça fera un saut entier. On grignote la liberté. Petit à petit. Chaque petit morceau, pour ainsi dire, est expliqué comme étant pour votre bien. On annonce que c'est pour votre bien. On exige que vous en soyez ravis. Et vous l'êtes. Le plus amer ici, c'est que la Grande-Bretagne avait déjà compris tout cela autrefois, avant tout le monde. C'est elle qui a écrit la première que la vérité ne peut pas être protégée en interdisant le mensonge. C'est écrit chez eux, avant les Français, avant qui que ce soit. Première à créer un lieu où tout peut être dit. La première à avoir protégé ce que le monde entier voulait réduire au silence. Ce pays connaissait la réponse, et maintenant, il semble vouloir l'enterrer. Que faire de tout cela maintenant? Ne tombez pas dans l'erreur facile. Pensez qu'il s'agit de deux Américains en particulier, ou d'une guerre en particulier. Leurs opinions peuvent vous être profondément odieuses. Cela n'a absolument aucune importance. Cela n'a absolument aucune importance. C'est tout l'intérêt de la liberté d'expression. Elle ne se mesure pas à ceux dont les paroles vous plaisent, mais précisément à ceux dont les paroles vous répugnent. Même un tyran défend le droit de parole de ceux qui l'approuvent. Une seule chose vous rend libre, c'est la volonté de défendre le droit de parler de celui que vous ne supportez pas, le droit de lui donner la parole. Pas de celui que vous tolérez. Je l'ai dit, puis j'ai pensé avoir mal parlé, mais puisque c'est ainsi, je m'en souviendrai. On l'attribue à Voltaire, mais il semble que ce soit dans une lettre adressée à Voltaire. Je ne m'en souviens plus, c'est une femme, une écrivaine française, je crois. Elle a s'écrit une phrase remarquable, aujourd'hui attribuée à Voltaire, mais ce n'est pas Catherine la Grande qui correspondait aussi avec lui, ni son idée, n'est-ce pas? Il était écrit ceci, je déteste ce que vous dites. Mais je suis prêt à mourir pour votre droit de le dire. Bon, je comprends que prêt à mourir, pas prêt à mourir. Ce sont sans doute de très beaux mots. Mais des gens sont morts pour le droit des autres de dire ce qu'ils veulent dire. Voilà, et encore une chose. Probablement la dernière. Quand l'État déclare qu'il vous protège des paroles dangereuses de quelqu'un pour votre propre bien, posez-vous une seule question. Qui remet tout à sa place? Mais qui a décidé que c'est un bien? Je veux. Et c'est bien pour moi. Pourquoi a-t-il décidé cela à ma place? Vous vous souvenez? Galate, Galapouze, Galapus, Guilel, oui. Ne fais pas à autrui ce que tu ne voudrais pas qu'on te fasse. Alors, s'il vous plaît, ne touchez pas, ne faites pas, ne décidez pas à ma place, je déciderai moi-même. Un homme libre sait qui écouter et à qui accorder ou refuser sa confiance. Et s'il ne comprend pas, il se cognera plusieurs fois le front. Et s'il a la liberté d'échanger librement, il écoutera quelqu'un d'autre. Mais celui pour qui ce choix est fait par un fonctionnaire, peu importe comment on l'appelle, n'est déjà plus un citoyen. Il ne peut pas être citoyen. Il a déjà délégué le droit d'être citoyen à quelqu'un d'autre. La Grande-Bretagne a autrefois ouvert la porte à tout le monde rebelle et n'a pas eu peur. J'ai envie de croire que le pays qui a inventé le coin de l'orateur se souviendra pourquoi il l'a construit. Ce n'était pas pour le filmer et le montrer, ni pour y emmener des touristes. Il y avait un autre but. Et nous, souvenons-nous que nous avons entendu ce débat à une époque où il était encore possible de le gagner. Et pourtant, je ne veux pas vous laisser avec l'impression que la porte se ferme. Elle a commencé à se refermer, mais elle n'est pas encore fermée. Parce qu'il y a une nouvelle.
C'est vraiment agréable à annoncer. Qui parle d'un mouvement inverse d'une résistance. Elle est plus importante que n'importe quelle interdiction. Le 7 mai, les Britanniques sont allés voter. Et ils ont fait ce que l'on n'attendait plus du tout d'eux. Les partis qui, pendant des décennies, se partagèrent le pouvoir comme un héritage. Ils ont reçu une gifle. Une gifle qu'ils n'avaient jamais reçue de mémoire d'homme. Je ne m'en souviens vraiment pas. Les travaillistes ont perdu environ 1500 sièges dans les conseils locaux. Oui, les conservateurs aussi se sont effondrés. Et pour la première fois, une force s'est retrouvée au sommet, une force que l'establishment respectable avait appris à l'électeur à mépriser. 1500 nouveaux sièges. Enfin, pas vraiment nouveaux, mais 1500 nouvelles personnes ont occupé ces sièges. Et le contrôle de régions entières, comme Essex et Suffolk parmi celles que je connais. Sunderland. Главный Le principal expert britannique des élections l'a reconnu. Plus d'un quart du pays a voté pour ceux qu'il ne fallait pas. Il fallait voter pour certains. Ils ont voté pour d'autres. Ce n'est pas permis. On peut discuter de cette force. On peut ne pas l'aimer. Ce n'est pas la question. La question, c'est ce qui se cache derrière elle. Et derrière elle, il y a simplement la lassitude humaine face au même ton répété. De ce ton avec lequel on te dit « Nous savons mieux que toi ce que tu dois écouter, lire et penser. Et nous savons mieux qui laisser entrer et qui ne pas laisser entrer. Dans notre pays. Pour qu'il ne te raconte pas, Dieu nous en préserve, quelque chose qui ne nous plaît pas. » Voilà ce que signifie ce résultat. Le résultat, c'est que les gars, on en a marre. On en a tout simplement marre. Pas la victoire d'un parti, mais le fait qu'une personne qu'on a longtemps considérée comme un enfant immature. Tout à coup, comme on dit, il s'est dressé sur ses pattes arrière et a dit « Hé, je vais décider moi-même. Je déciderai moi-même qui écouter. Je déciderai moi-même à qui faire confiance. Je déciderai moi-même qui va me gouverner. » Au moins, en général, on pourrait même envoyer au diable tous ses gouvernants. Mais le système actuel est ainsi fait. Il le faut bien. Voilà. Vous vous souvenez de la phrase avec laquelle nous avons commencé « Celui qui a crevé les yeux du peuple a encore le culot de lui reprocher sa cécité. » Ou attendez. Non, je n'avais pas l'intention de le faire, mais je ne l'ai pas dit. N'est-ce pas? Laisse-moi le redire encore une fois. Donc, celui qui a crevé les yeux du peuple a encore le culot de lui reprocher sa cécité. C'est génial, non? Je ne me souviens plus qui a dit ça maintenant. J'ai soudain oublié. Donc, il s'avère que le peuple voit. видел. Il voyait sans doute tout le temps. Il se taisait simplement jusqu'au jour où il a parlé dans la seule langue que le pouvoir ne peut pas ignorer. En vérité, en Californie, on ignore facilement. Parce qu'ils manipulent facilement les élections dans le sens qu'ils veulent. Bon, d'accord, ne restons pas passifs. Une seule élection ne garantit rien. La liberté ne revient pas en un jour, tout comme elle ne disparaît pas en un jour. On la regagne morceau par morceau, de la même manière qu'on l'a perdue. Mais une part de ce printemps a été reprise. Et le pays qui a inventé le coin des orateurs semble commencer à se rappeler pourquoi il l'a construit. Et nous allons retenir ceci. La liberté d'expression ne dépend ni des tribunaux ni des parlements, mais d'une seule personne. Celui qui a refusé que l'on décide à sa place ce qu'il peut écouter. Ce printemps, il s'est avéré qu'il y avait 1 million de personnes de plus comme ça en Grande-Bretagne que ce que pensaient les autorités. C'est ça, l'éveil. Silencieux dans le bureau de vote, sans un seul coup de feu, c'est le plus puissant de tous. Et maintenant, parlons de ce que nous avons affirmé dès le début. À savoir, Israël réarme le Liban, l'armée libanaise pour forcer qui? Tagueran. Accepter de meilleures conditions avec Trump. Waouh. Waouh. Lorsque le 3 juin à Washington, on a annoncé la prolongation du cessez-le-feu entre Israël et le Liban, le monde a entendu les mots habituels. Cessez-le-feu là-bas, désescalade, retour à la diplomatie. Les caméras ont montré une poignée de main, les gros titres ont indiqué qui, combien et quoi. Là-bas, et le plus important, rien de tout cela n'a fait la une des journaux. Parce que ce qui est le plus important, ils l'annoncent depuis la tribune. Mais cela se fait en silence, pendant des années. Et seuls comprennent ceux qui ont l'habitude de ne pas regarder ce qui est dit, ou, comme on dit, ce que fait l'autre main, mais de regarder ce qui commence à bouger après ces paroles. Regardons ensemble. Il y avait une formulation dans la déclaration conjointe sur laquelle il vaut la peine de s'arrêter. Des zones pilotes sont créées.
Eh bien, en quoi sommes-nous concernés par de telles zones pilotes, dans lesquelles l'armée libanaise prend un contrôle exclusif, à l'exception de toutes les forces armées non étatiques? Oh, une seconde. Lisons encore une fois. Forces armées non gouvernementales. Est-ce juste une façon de ne pas dire le mot Hezbollah? C'est-à-dire ce mot que tout le monde a déjà en tête, mais qui, dans le texte officiel, est remplacé par une formulation, ou parfois on dit aussi une construction. Les auteurs de la déclaration ont fait exactement ce qu'aurait fait un conteur intelligent et habile. Ils n'ont pas nommé ce que chacun nommera lui-même, et c'est là tout l'intérêt de cette démarche. Parce que le contrôle exclusif de l'armée libanaise signifie littéralement ce qui suit. Sur un morceau de terre libanaise, il n'y aura plus deux armées. Il n'y en aura qu'une seule. Et la deuxième, eh bien celle qui n'est pas étatique, devra partir. De là-bas, pas de leur plein gré. Elle doit être évincée, ils ne veulent pas. Et qui va l'évincer? Pas Israël. C'est le Liban qui va l'évincer, avec ses propres soldats. Une personne réfléchie devrait se poser cette question tout de suite. D'où l'armée libanaise va-t-elle soudain trouver la force de faire ce qu'elle n'a pas fait, ce à quoi elle ne pouvait même pas penser depuis 30 ans? Pour comprendre ce qui se passe aujourd'hui, il faut se souvenir de ce qu'était le Liban et son armée durant cette période. Pendant des décennies, c'était une armée d'observateurs, non par manque d'hommes courageux, il y en avait assez, mais parce qu'au-dessus d'elle, à côté d'elle, et souvent même au-dessus d'elle, il existait une autre force. Mieux armée. Bien financée. Et subordonnée, mais pas à Nibirutu, à une autre capitale. Et pas à côté, mais à des centaines de kilomètres à l'est. Quand dans un même État, il y a deux armées, et l'une d'elles est plus forte que l'autre. Un État n'est un État que de nom. Il est en réalité un territoire, une colonie. Au mieux, on peut dire qu'il est loué. Mais c'est très étrange, il est loué, mais ceux qui l'ont pris en location ne paient rien pour cela. L'armée libanaise n'a pas combattu cette deuxième force pour une raison simple. Elle aurait perdu à coup sûr. Tout le monde le savait. C'est pourquoi le Liban officiel vivait dans un étrange équilibre, un pays formellement souverain. En réalité, c'était un territoire. Une partie était gouvernée par des intérêts totalement étrangers, par de l'argent étranger, par des acteurs étrangers. Et maintenant, on exige de cette même armée qu'elle prenne un contrôle exclusif. Une exigence qui, hier encore, aurait semblé être une blague, une sorte de moquerie. Mais aujourd'hui, quelque chose a changé. Et c'est pourquoi cela ressemble à un plan. Eh bien, qu'est-ce qui s'est passé? Que s'est-il passé pendant que tout le monde regardait les missiles voler? Pendant que le public suivait les échanges et les frappes, les bilans des pertes, qui a touché qui et combien? Un autre processus se déroulait en parallèle, beaucoup moins visible, mais peut-être pas moins, voire même plus important. L'armée libanaise a commencé à être préparée discrètement, de manière systématique. Par la formation des officiers, par le transfert d'équipements, par la définition de rôles stratégiques. Ils ont été formés à cela à la façon de jouer ces rôles. Échange de renseignements, par des fonds qui ne vont pas à la défense en général, mais à un objectif très précis. La capacité de cette armée à occuper un jour la place qu'occupe actuellement une autre. En d'autres termes, évincer le Hezbollah. D'abord de la partie d'Israël jusqu'à la Litanie, puis de la Litanie jusqu'à la frontière syrienne. Israël n'intervient pas directement ici. Ce serait un suicide politique pour tout gouvernement libanais. Dieu nous en préserve. Ils ont libéré les Juifs. Aucun gouvernement à Beyrouth ne survivrait à une photo d'un instructeur israélien à côté d'un soldat libanais. C'est pourquoi tout passe par des intermédiaires, par le canal américain, par des structures qui, officiellement, n'ont aucun lien. Mais en réalité, elles travaillent toutes pour le même objectif. L'argent et les armes ne portent pas l'étiquette Israël ni la mention Armée de défense d'Israël. Tsahal, non. Ils arrivent comme une aide au gouvernement légitime du Liban, pour la restauration de la souveraineté, venant de quelque part là-bas. Ça sonne très noble. Et dans cette noble formulation, il y a un calcul caché, qui consiste à chasser une force armée étrangère du sol libanais. De deux façons. La première, c'est de le faire soi-même. Et alors tu deviens un occupant. Et toute la région se soulève contre toi. Je parle d'Israël s'il fait cela.
Et la deuxième, c'est de faire émerger à l'intérieur du pays une force qui en fera son objectif. De ses propres mains, sous le drapeau de sa propre souveraineté. La première méthode crée un ennemi, et la deuxième méthode crée un État, et un ami. Eh bien, si elle gagne, bien sûr. C'est précisément pour cela que le ministre de la Défense d'Israël peut dire calmement que son armée, tant qu'elle reste au Liban, ne partira nulle part. Et ce n'est pas une contradiction avec la trêve, c'est une assurance pour la période où la deuxième armée silencieuse n'est pas encore prête, ce qu'on appelle pour le terrain. Et pourquoi maintenant ? Ici, l'histoire cesse probablement d'être à propos du Liban. Et c'est là que commence pour nous l'essentiel. Pour comprendre pourquoi tout cela a été lancé précisément maintenant, il faut monter d'un étage, là où se prennent les vraies décisions, c'est-à-dire Téhéran. Oui, pas Beyrouth, ce ne sont pas les 3 polymères libanais à la frontière avec les 3 polymères, pas ceux de Libye, mais ceux de Tripoli à la frontière avec la Syrie. Donc Téhéran. Pendant de longues années, l'Iran avait une stratégie. En résumé, mener une guerre par procuration sur un sol étranger, non à ses frontières ni dans ses villes, mais via un réseau d'alliés, dispersés dans toute la région. Comme des pièces, pour ainsi dire, sur un échiquier, n'est-ce pas ? Le Liban était la pièce la plus précieuse de toutes, parce que de là, on pouvait garder Israël sous la menace, sans risquer un seul quartier iranien. C'est ça, le sens d'une force avancée. Elle permet de menacer sans s'exposer soi-même à une riposte. Tant que cette pièce est sur l'échiquier, Téhéran n'a aucune raison de céder. Pourquoi s'asseoir à la table et négocier si tu as une carte en main que tu peux brandir à tout moment sans rien payer pour cela ? Une position de force ne fait pas de concessions. C'est celui qui sent le sol se dérober sous ses pieds qui fait des concessions. Voilà pourquoi affaiblir cette pièce libanaise n'est pas une tâche locale ni une vengeance. C'est un levier. La logique ici est très simple. Il vaut la peine de l'énoncer lentement. Parce que toute l'essence du moment y réside. Tant que l'Iran a une main forte à la frontière israélienne, l'Iran négocie en position de force et ne cède rien. Une main c'est l'Armouz, l'autre main c'est le Hezbollah. Si l'une de ces mains est retirée, l'Iran perd en grande partie ce avec quoi il menaçait sans risque. Et un pays qui ne peut plus menacer à moindre coût est obligé de réfléchir sérieusement au prix de chaque action. C'est alors que les négociations cessent d'être un rituel et deviennent une réalité. En d'autres termes, il faut désarmer le Hezbollah non pas à la place des négociations avec l'Iran, mais pour qu'elles aient lieu. Ce n'est pas une alternative à la diplomatie. C'est ce qui rend la diplomatie possible. Une table de négociation sans pression, ce n'est qu'une scène de théâtre. Une table de négociation où l'une des parties s'est fait retirer l'un de ses 2 atouts, c'est déjà une véritable discussion. Il ne serait pas honnête de ne vous raconter que le beau côté. Oui, ce plan a une mise en scène et un adulte doit en tenir compte dans la discussion. Faire grandir une deuxième armée à l'intérieur d'un pays où la première est encore forte, c'est vraiment jouer avec le feu. Les armes remises au gouvernement légitime ont tendance à ne pas toujours rester entre les mains du gouvernement légitime. L'histoire de la région montre que les armes offertes à des alliés finissent souvent par se retourner contre ceux qui les ont fournies. Aucune garantie n'existe. On ne peut compter que sur la coïncidence temporaire des intérêts. Il existe un autre risque, plus subtil. Lorsque vous aidez un autre pays à devenir plus fort pour atteindre votre objectif, vous créez un acteur qui, demain, aura ses propres objectifs. N'est-ce pas ? Une armée libanaise forte qui aujourd'hui est nécessaire pour repousser une force étrangère deviendra demain, simplement une armée libanaise forte. Avec sa propre volonté, ses propres rancœurs, et puis, il y a 37 ans et tout ça, ma grand-mère. Et avec sa mémoire de ceux qui la soutenaient. Celui qui sème la force ne récolte pas toujours la gratitude. Nous, en Amérique, nous le savons bien. Et pourtant, c'est là l'argument principal, l'alternative. Comme disèrent des garçons du coin à Ripino, près de Leningrad, dans leur datcha, pire que le pire. L'alternative, c'est une situation figée, le statu quo, dans lequel tout un pays reste l'otage d'une armée étrangère. Et à travers elle, l'otage d'un État étranger, où la souveraineté n'existe que sur le papier, pour ainsi dire, même pas sur du papier officiel, juste sur un bout de papier. Où la paix signifie une pause. Jusqu'au prochain coup, juste une pause, voilà ce qu'est la paix. Entre un mauvais choix et un très mauvais choix.
Une personne raisonnable choisit le mauvais. Et, honnêtement, il l'appelle mauvais. Il ne le fait pas passer pour parfait. Qu'est-ce qui se cache vraiment derrière tout cela? Enlevons la dernière couche. Cette histoire ne parle ni d'armes ni de frontières. Elle concerne une idée très ancienne, pour laquelle tout cela est déclenché. L'État doit avoir le monopole de la force sur son propre territoire. Si, encore une fois, cet État est du type de celui qui existe actuellement. Parce que ce que je propose dans notre projet, ce que je propose, ce que Golambus proposait, ce que beaucoup de gens avant lui proposaient, et ainsi de suite. Mais Golambus, en quelque sorte, a rassemblé tout cela. Et moi, j'essaie de vous le transmettre. Une feuille de route vers la liberté. Pour ainsi dire, allez sur cette chaîne. Là-bas, il y a des vidéos de 10 minutes, près de 200. Et en plus, tout est aussi regroupé en vidéos d'1 heure. Il y a environ 16 ou 17 vidéos d'1 heure. Tout cela est raconté, expliqué, dit. Oui. Eh bien, pour le moment, nous avons affaire à des États, dans lesquels, voilà, pour ainsi dire, c'est comme ça que ça se passe actuellement. Oui, donc l'État doit avoir le monopole de la force sur son propre territoire. Pas 2 armées. Mais une seule. Pas l'État et ceux qui sont plus forts que l'État. Juste l'État où la loi est plus forte que la mitraillette de quelqu'un d'autre. Oui. Ça paraît banal. Tant que vous vivez là où cela n'existe pas. Et cela cesse de paraître banal à la seconde où vous vous retrouvez là-bas, là où c'est comme au Liban. Près de chez vous s'installe quelqu'un que personne n'a choisi et que la police redoute. Il arrive, ne respecte aucune loi et fait ce qu'il veut. Au moins avec la police, on peut parfois régler les choses, mais ce n'est pas toujours possible, comme nous le savons en Russie. Alors vous comprenez soudainement que le monopole de l'État sur la force, ce n'est pas une formule sèche tirée d'un manuel. C'est la différence entre un citoyen et un otage. Un citoyen dans un État moderne a aussi perdu beaucoup de ses droits. Il est en partie esclave et en partie citoyen. Oui. Eh bien, ce dont je parle ici, c'est tout simplement un otage. Point. Qu'est-ce qu'un otage? Un otage, c'est quand, absolument à n'importe quel moment, n'importe quel commandant de terrain décide quelque chose. Et il peut tranquillement vous arrêter et prendre ce qu'il veut de vous. Et en général, il peut vous faire tout ce qu'il veut. Et personne ne va même le condamner. Israël, en aidant le Liban à développer sa propre véritable armée, poursuit bien sûr ses propres intérêts. La sécurité de ses villes et la destruction de la ligne de front iranienne. Mais il y a un paradoxe curieux. Le paradoxe, c'est que cet intérêt froid coïncide avec ce dont le Liban a le plus besoin au monde. Cesser d'être territoire étranger. Redevenir un pays à part entière. Ce morceau de terre, c'est notre pays. Nous y faisons ce que nous voulons. À nouveau. Oui, c'est un très petit nombre de personnes qui décident, mais malgré tout, au moins ce sont nos gens qui décident, et ce qui profite à l'un peut être le salut pour un autre. Et alors le calcul cesse d'être simplement un calcul, il devient une compréhension mutuelle. Comment ce projet discret d'armement se terminera, nous ne l'apprendrons pas par une déclaration. Nous le saurons le jour où un soldat libanais se tiendra pour la première fois, là où pendant 30 ans ce n'était pas son drapeau qui flottait. Et personne ne lui tirera dans le dos. Ce jour-là, il deviendra clair si l'on a réussi à rendre à ce pays en location son indépendance. Et ce jour-là, Téhéran rencontrera pour la première fois depuis de longues années ses cartes en main et découvrira que l'une de ses 2 cartes maîtresses n'est plus là. Et alors nous verrons enfin ce que valent de vraies négociations, et non des bavardages pour gagner du temps. Voilà, c'est-à-dire des négociations auxquelles on participe non pas pour la façade, mais parce qu'il n'y a plus d'autre choix. C'est tout. À la prochaine.